Bonjour et bienvenue dans le 20-20 Show. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc en ce 26 juillet, ça fait une dizaine de jours que j'avais pas réalisé de petits billets. Voilà, donc je pense que c'est le moment puisque je voudrais vous parler de la saison de tennis 2014 masculine. Il est temps de faire un premier gros bilan parce que quand même il y a 7 mois de la saison qui sont passés, 3 quarts de la saison avec 3 des 4 tournois du Grand Chelem qui ont déjà eu lieu. Et voilà, donc je pense qu'on peut déjà tirer quelques bilans, quelques perspectives. Tout d'abord, j'ai fait des catégories. Donc il y aura la catégorie les patrons, la catégorie la confirmation, la surprise, le retour gagnant, la révélation de l'année, la catégorie les jeunes loups, la catégorie les déceptions bien sûr, et une catégorie que j'ai appelée les résistants. Donc on va d'abord démarrer par les patrons. Donc pour moi, dans cette saison 2014 de tennis masculin, il y a deux patrons. Il y a Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Tout d'abord, alors parlons de Rafael Nadal. Il fait un début de saison correct. Il est blessé au dos, mais il atteint quand même, malgré sa blessure, la finale de l'Open d'Australie. Ensuite vient la saison de la terre battue où d'habitude Nadal est assez costaud et là cette année il fait une saison de terre battue assez mauvaise on va dire. Il est battu par des joueurs contre lesquels il n'a pas l'habitude de perdre et il n'empoche que le tournoi de Madrid et donc il arrive à Roland-Garros dans une confiance toute relative. Mais on se rend compte dans les premiers tours de Roland-Garros que Nadal est dans le ton. Il avale les tours 1 à 1 sans avoir beaucoup d'alerte. Il perd un set devant David Ferrer, mais ça se limite à ça. Et en finale, il fait parler la poudre et son mental d'acier et son physique exceptionnel pour venir à bout de Djokovic et s'imposer pour la 9e fois en finale de Roland Garros. Donc rien que ça valide sa saison, même si, je vous l'accorde, à Wimbledon, il va pas très loin, très fatigué. Mais pour moi, sa saison quand même est bonne puisqu'il gagne 4 tournois quand même. Roland Garros, Madrid, Doha et Rio, mais c'est surtout Roland Garros qu'il gagne. Du moment qu'il gagne Roland Garros et qu'il atteint une finale dans un deuxième tournoi du Grand Chelem sur les trois, pour moi, c'est un des patrons de la saison. Alors Novak Djokovic, par contre, sa saison, pour moi, dans les chiffres, elle est meilleure que celle de Nadal. J'aurais pu dire c'est le patron, mais j'ai voulu quand même montrer que Nadal, avec son 9e Roland Garros, j'ai voulu quand même euh, mettre à l'honneur quand même Rafael Nadal. Donc Djokovic, il démarre mal l'année. Déjà, il avait fait une saison 2013 un peu difficile où il a perdu pas mal en finale de tournoi de Grand Chelem. Et il avait perdu, oui, donc à l'US Open notamment. Et là, il enchaîne par un Open Australie où il démarre timidement, puisqu'il est surpris en quart de finale par Stanislas Wawrinka, un joueur dont je vais parler juste après. Il est battu en quart de finale de l'Open Australie. Son début de saison est très difficile. Il s'adjoint les services de Boris Becker comme coach, mais on voit que ça porte pas trop ses fruits. Et puis tout d'un coup, au printemps, que fait Djokovic? Tout simplement, dans la tournée américaine, donc c'est juste avant les tournois de terre battue, c'est au mois de mars, il empoche les deux tournois Master Series, Indian Wells et Miami, sans coup fait rire. Et là, gagner deux Master Series comme ça d'entrée, pose le patron, pose le maître absolu. Et là, il dit attention, je suis là. C'est un message à tout le monde et c'est vraiment très fort. Ensuite vient la saison de terre battue, donc on se dit il va sûrement confirmer, et en effet il confirme, il fait une saison de terre battue correcte pour lui. Il gagne déjà le tournoi de Rome, ce qui est vraiment pas mal. Il va loin à Monte Carlo, il est battu qu'en demi-finale, je crois, par Roger Federer. Et donc il fait des bons résultats après dans d'autres tournois, et certes il va pas au bout, mais on sent qu'il est dans sa préparation en fait pour Roland Garros, il ne laisse pas trop de jus. Il gagne Rome pour la confiance et il laisse pas trop de jeu. Ensuite, à Roland-Garros, il fait un tournoi très bon, franchement. Il abandonne un set, je crois, vers la fin, il me semble, contre Gulbis. Mais. Et contre Marin Cilic aussi, à un moment donné. Mais il arrive en finale et on croit que c'est la bonne. Il gagne le premier set face à Nadal. Il a l'air de dominer, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Ou soit il a pioché physiquement, soit mentalement il a un peu craqué.
se disant oh, c'est Nadal, je vais le battre à Roland-Garros, ça va être énorme et tout ça, et il a gambergé et il a été battu, il est rattrapé par l'émotion. Et suite à ça, on se dit ben Djoko quand même fait une bonne saison. Et vient Wimbledon. Et là, moi je le cite pas parmi les favoris, je sais que ça c'est. Pardon, le gazon n'est pas sa surface préférée. Je sais qu'il était en finale à Roland Garros, il a laissé beaucoup d'énergie, mais il va gagner Wimbledon et ça c'est très 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 fort. Pour moi c'est super fort. Euh, il gagne Wimbledon, donc là carrément je peux que le citer parmi les patrons. Donc ça c'était la catégorie patron, la catégorie confirmation. Alors la confirmation de l'année pour moi, elle vient de Grigor Dimitrov, le jeune prodige bulgare, qui pour moi a confirmé tous les espoirs placés en lui. C'est-à-dire que on disait de lui qu'il avait un potentiel, on disait de lui que ça allait être un futur très fort. Et là c'est l'avènement, puisque quand même il gagne Acapulco et Bucarest en début de saison, c'est deux tournois sur terre battue. Il va gagner sur une autre surface que la terre battue, il va gagner sur le gazon du Queens, juste avant Wimbledon. Donc ce gars-là est capable de gagner sur terre battue, sur gazon. Certes des tournois annexes, mais il est capable de gagner. C'est pas donné finalement à tout le monde. Et en Grand Chelem, pour moi, il a fait une superbe saison. Certes, il fait pas de finale, mais il est plus très loin, puisqu'il fait un quart en Australie, une demi pardon, à Roland Garros et un quart en Australie, un quart à Roland Garros et une demi à Wimbledon où il est tout proche, je pense, de faire basculer la rencontre face à Djokovic en demi-finale et de se procurer une première occasion de gagner un tournoi de Grand Chelem, ce qu'il n'a pas fait. Je vais le surveiller à l'US Open. Je me dis que c'est peut-être encore un peu tôt, mais ce gars-là va gagner un tournoi de Grand Chelem d'ici très très peu. Et donc cette année-là, 2014, c'est pour moi la confirmation du talent de ce joueur-là. Après, dans le style confirmation, alors pour moi, il y a. Comment dire? Dans le style jeune loup, la catégorie jeune loup, c'est un peu les joueurs que je pense qui pourraient passer dans la catégorie confirmation plus tard, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Il y a trois joueurs pour moi. Donc il y a Raonic, Nishikori et Ernest Gulbis. Alors Ernest Gulbis, c'est un cas un peu à part parce que c'est un joueur qui a un talent mais énorme. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux quasiment avec Dimitrov dans la jeune génération. Mais il a un caractère très fantasque. Il peut péter un boulot à tout moment. On l'a vu à Roland Garros quand il casse sa raquette contre Roger Federer alors qu'il le bat en 5-7. Il est quand même le bat Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pas donné à tout le monde. Donc rien que pour ça, c'est un super joueur. C'est un sacré résultat et il est battu qu'en demi-finale de Roland Garros face à Djokovic. Certes, il n'a pas après confirmé à Wimbledon, mais ça c'est normal. C'est un joueur très fantasque. Donc du coup, je peux pas le classer parmi les confirmations parce qu'il a rien confirmé. Il a juste fait un coup d'éclat. Et je doute un peu de ce joueur-là. C'est un joueur fêtard, pas sérieux et même avec tout le talent du monde, si on n'est pas un minimum sérieux, on n'arrive à rien. Et donc, je ne vois pas dans les années à venir hors coup d'éclat s'imposer comme un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est bien dommage parce qu'il a un talent fou, c'est très agréable à le regarder, mais malheureusement, on va en rester là pour lui. Et les deux autres joueurs que j'ai cités, c'est Raonic qui a fait beaucoup de progrès cette année, c'est un grand serveur canadien, mais c'était un peu dans la catégorie des grands serveurs, mais qui après n'arrivent pas à enchaîner, sont un peu pâteaux, pas très finaux. Mais là, il est allé assez loin dans les tournois du Grand Chelem, je pense qu'il a fait quart à Wimbledon et quart à Roland Garros. C'est vraiment pas mal. Mais lui, je le vois aller loin dans les tournois, mais pas plus que demi et quart de finale. Pour moi, ça manque quand même une dimension supérieure, mais c'est un joueur qui va s'installer dans le top 10 durablement pour moi. Et il y a le jeune japonais aussi, Kei Nishikori, qui lui est un joueur très très fin, qui a failli battre Nadal dans un des tournois sur terre battue, qui est vraiment très, en finale, je crois, il me semble de Madrid, il le titille, mais Nadal sort le grand jeu pour gagner. Mais après, il n'a pas confirmé, il a été blessé à Roland Garros, et donc on l'a pas trop vu, et il est un peu blessé là. Mais c'est un joueur qui est arrivé, qui est 11e mondial actuellement, et qui lui aussi va s'installer, je pense, durablement dans les 10 premiers mondiaux, mais il lui manque quand même un petit élément de puissance pour aller dans le top 5. Mais c'est un joueur qui va être dans la hiérarchie du tennis mondial pour les années à venir, et donc il est dans la catégorie jeune loup que j'ai créé. Donc une autre catégorie, donc après les patrons, après la confirmation et après les jeunes loups, j'ai créé une catégorie qui s'appelle la révélation de l'année. Alors pour moi la révélation de l'année c'est Nick Kyrgios, le jeune grec qui est allé en quart de finale de Wimbledon à 19 ans.
Il a gagné pas mal de challengers cette année, il s'est pas trop inscrit dans le circuit principal. Certes, c'est un gros serveur et c'est plutôt un joueur de surface rapide et donc c'est pour ça qu'à Wimbledon il est allé très loin. Mais quand même, je vois en ce joueur un potentiel énorme, on en reparlera dans les années à venir. Puissance, charisme, bon, il a une belle gueule, bon style, sérieux, solide. On va en parler. Je pense qu'en 2015, je citerai son nom à plusieurs reprises. Je vais suivre impatiemment, oui, et surtout attentivement sa progression, parce que pour l'instant, il est quand même au-delà de la 100e place mondiale. Hein. Mais c'est pour moi la révélation de l'année, puisque je le connaissais pas, et quand je l'ai vu jouer, j'ai tout de suite décelé la future, pour moi, star qu'il sera. Alors, une autre catégorie, la catégorie la surprise. Et bon, je vais peut-être vous surprendre dans la surprise, ça tombe bien. Mais pour moi, c'est Stanislas Wawrinka, parce que certes, on connaît Stanislas Wawrinka, c'est pas vraiment une surprise par contre, mais par contre, de le voir gagner un tournoi du Grand Chelem, comme il l'a fait, avec un tel brio au début de l'année à l'Open d'Australie, à 29 ans, on pouvait pas soupçonner ça. Et puis surtout, il casse la routine des victoires en le Grand Chelem, toujours des trois mêmes joueurs, Nadal, Federer et Djokovic, hein, surtout Nadal et Djokovic ces derniers temps. Et ça a été une réelle surprise, et en plus il gagne, mais pas au rabais. C'est pas une victoire à la Bartoli à Wimbledon où il bat aucune des 20 premières mondiales. Cette fois-ci, il bat Djoko en quart, je crois. Il bat Djoko en quart, et il bat Nadal carrément en Berdych en demi, je crois, et Nadal en finale. Donc là, il n'y a pas de contestation possible, c'est magnifique. D'ailleurs, il a confirmé après au printemps, où il a été vraiment très très bon, puisqu'il gagne le tournoi de Rome sans abattu, ce qui n'est pas une mince affaire, où il bat son compatriote Roger Federer en finale. Il gagne aussi le tournoi de Chennai en Chine, qui est un tournoi, je crois, en intérieur. Donc franchement, il a gagné sur toutes les surfaces. Il fait un début d'année superbe. Et après, pour moi, il y a eu un trou noir. Mais il est un peu fantasque, notre ami Stanislas Wawrinka. Il est un peu fantasque, c'est un peu sa spécialité. Il est un peu calé. C'est un peu dommage. À Roland Garros, il est battu très précocement. Je crois qu'il est battu au deuxième tour, oui, par un obscur espagnol. Et ensuite à Wimbledon, il va un peu plus loin, mais il cale aussi. Voilà, il a pas digéré sa victoire à l'Open d'Australie. Après, je pense aussi que c'est pas un feu de paille, mais pour moi, parce qu'il avait quand même une longue carrière derrière lui, mais d'être à un tel niveau, pour moi, ça va pas durer très longtemps quand même si c'est un joueur qui a certaines qualités, qui est aussi puissant, solide, qui a un bon toucher. En fait, c'est un joueur assez complet. Il est 4ème mondial. Mais de là à s'installer durablement plus haut dans la hiérarchie, je le vois pas. Et je le vois pas gagner d'autres tournois du Grand Chelem, hein, franchement. Mais voilà, c'était un beau coup. Il a gagné un dans sa carrière et c'est déjà beaucoup. Et pour moi, c'est la surprise de l'année. Le retour gagnant, donc la catégorie le retour gagnant. Pour moi, dans cette catégorie, je vais citer Roger Federer. Car cette année 2014, pour moi, c'est un retour. C'est un retour parce que son année 2013 a été très 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 difficile. Je l'ai déjà dit dans d'autres billets d'humeur, mais pour moi c'était un peu gênant de le voir pas aussi loin qu'avant, pas aussi bon qu'avant. Un tel joueur, un des meilleurs joueurs du monde, avec une telle dimension, de le voir souffrir comme ça sur les cours, pas la plénitude de ses moyens, des moyens physiques un peu limités, et de le voir revenir tel qu'il est revenu en cette année 2014, pour moi c'est du bonheur quand même, parce que et à la rigueur, je voudrais presque qu'il finisse, qu'il arrive un peu loin dans un tournoi. Au final de Wimbledon, c'était pas mal. Il aurait gagné, je l'aurais voulu qu'il arrête juste après, derrière. Je veux qu'il parte en beauté. Et donc cette année, elle est vraiment bonne. Il gagne à Dubaï dès le début de l'année, ça s'essuie les choses. Ensuite, il va en demi-finale de l'Open d'Australie, c'est qu'il n'était pas arrivé depuis longtemps, d'arriver assez loin dans un tournoi du Grand Chelem. Et il perd devant Nadal parce qu'il n'arrive pas à le jouer, et qu'il a un complexe Nadal très fort, et puis parce que son jeu convient à Nadal. Et il n'arrivera pas à le battre. Il gagne un autre tournoi sur herbe récemment, justement Wimbledon, à Le, qu'il a gagné pour la 5 ou 6e fois, ou la 7e fois, je ne sais même plus. On compte plus à ce niveau-là. Donc sur herbe, c'est un peu sa spécialité quand même. Mais il n'y a pas que ça. Il fait une finale à Monte Carlo, une finale à Indian Wells dans les Masters 1000, une finale à Brisbane, donc une demi en Australie. Il se loupe un peu à Roland Garros, mais il est battu par un Gulbis des grands soirs. Sinon, je pense qu'il allait encore loin dans ce tournoi, Federer. Au moins en demi, il aurait été face à Djokovic, je pense. Et il va en finale à Wimbledon en faisant un super tournoi. Donc on va voir sa fin de saison. Mais s'il arrivait par bonheur à faire un exploit, à gagner l'US Open, pour moi, je voudrais pas qu'il continue, quoi. Mais bon, s'il reste à ce niveau, au niveau où il a été en cette grande partie de l'année, dans cette année 2014,
Je vois tout à fait continuer en 2015, je vois pas pourquoi, par contre, mais il faut qu'il reste à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à la catégorie les déceptions, parce que quand même, il faut en parler. Il y a eu des déceptions cette année. Pour moi, la première vraiment énorme déception pour moi, c'est Andy Murray. Qu'est-ce qui s'est passé pour Andy Murray cette année 2014? Je pense qu'il n'a pas digéré sa consécration. Le Graal qu'il a atteint en 2013 quand il a gagné le tournoi de Wimbledon, que toute l'Angleterre attendait, toute la patrie anglaise attendait, la Grande-Bretagne, et il a gagné Wimbledon et je pense que c'est le rêve de sa vie, c'est l'accomplissement. Et après ça, il y a eu une terrible décompression. Rendez-vous bien compte, Andy Murray n'est plus que 10e mondial au moment où je vous parle. C'est un de ses plus mauvais classements depuis des années, peut-être 5 ans, je sais même plus. Euh, Zéro victoire en 2014, on n'en a même pas un tournoi. Il est passé à travers pratiquement de tous les tournois qu'il a disputés hors Grand Chelem, parce que je vais en parler après des Grands Chelems, mais hors Grand Chelem, il est passé à travers. Il a même pas atteint, je crois qu'un quart de finale, il me semble. Par contre, en Grand Chelem, il a fait un peu la même saison que Dimitrov, finalement, que je cite comme confirmation, mais pour un Murray qui était dans les 3 premiers mondiales, qui faisait partie du Big Four, c'est faible ce qu'il fait. Il fait un quart en Australie. Dans l'absolu, c'est superbe, mais pour lui, c'est pas bien. Demi Roland Garros, c'est vrai que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il est passé un peu entre les gouttes en Roland Garros, il a souffert, et puis il prend une branlée face à Nadal en demi. Mais bon, là, rien de rédhibitoire, parce que prendre une branlée devant Nadal à Roland Garros, c'est un peu dans l'ordre des choses. Et à Wimbledon, il fait une quart de finale où il est battu par Dimitrov. Mais c'est quand même une terrible déception. C'est une rétrogradation. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Je suis un peu, j'ai peur un peu de son mental, un peu des fois fluctuant. Et je placerai pas beaucoup de piécettes sur Murray. Je pense qu'il va un peu se rétablir l'an prochain, mais de là à aller plus loin, aller chercher autre chose que cette victoire à Wimbledon, qui pour lui est son accomplissement, ça va être difficile. La deuxième déception de l'année, c'est pas une déception, mais j'ai envie de dire c'est un déclin. Même si c'est un peu décevant, c'est David Ferrer, puisque on voit bien qu'il vient rétrograde peu à peu au classement. Il avait fait une super saison l'an dernier, puisqu'il avait atteint même la finale de Roland Garros. Mais là, cette année, c'est très difficile pour David Ferrer. On le voit perdre contre des joueurs contre lesquels il n'a jamais perdu. On le voit céder physiquement sur certains matchs. Et je ne reconnais pas le Ferrer que je connais. Je pense que il n'est pas très vieux, mais il va arriver à 30 ans. Et je pense que son jeu, avec un très gros engagement physique, va pas lui permettre d'aller plus loin dans les années à venir. Je sens son déclin petit à petit. Dans les déceptions, je citerai une dernière déception, mais là c'est au sens large du terme, c'est les Français. Pour moi, les Français ont fait une très mauvaise saison. Une victoire en tournoi, une seule victoire sur le circuit ATP. Elle est l'œuvre de Gaël Monfils, pourtant le moins régulier, on va dire, des Français. Il gagne à Montpellier en plus sur terre française. Les Français sont passés à travers leur saison. Tsonga et Gasquet ont rétrogradé, ils ne sont plus dans le top 10. Ils sont 14e et 15e, je crois, respectivement. Tsonga, 29 ans, je sens qu'il va plus aller très loin dans les grands chelems. Il perd aussi contre des joueurs qui n'avaient jamais perdu. Voilà, je suis peu optimiste sur les chances de ces joueurs-là. Gasquet et Tsonga, il va falloir qu'une relève arrive vite fait. Simon a fait une saison perturbée par les blessures. Certes, il fait un super Roland Garros en fait, où il est tout près de battre Raonic, et je pense qu'il serait allé assez loin en Roland Garros, mais à part ça, sa saison est vraiment très difficile, avec beaucoup de défaites par abandon, par pépin physique. Et lui aussi n'est pas tout jeune en fait. Et mon fils, lui, ne fait que des coups d'éclat. Certes, il fait un super match en Coupe Davis, où il remporte le 5e point décisif face à l'Allemagne dans un super retournement de situation. En fait, les Français ont fait une très mauvaise saison, sauf la Coupe Davis, et encore ils sont menés 2-0 pour l'Allemagne, il a fallu passer à la trappe. Et donc, moi j'ai hâte par contre de voir leur demi-finale en septembre face à la République tchèque. Ça risque de donner pas mal. Mais vu leur niveau, ça va être difficile face à Stepanek et Berdych. Intrinsèquement, sur la saison, je les vois perdre. Maintenant, c'est en France. Maintenant, c'est sur un week-end. Et on connaît leur côté showman. Et peut-être qu'ils arriveront à sortir leur trip à ce moment-là. Mais leur saison, pour moi, est d'ores et déjà finie. Et la relève du tennis français, pour moi, est proche du néant. Je vois pour l'instant aucun joueur. Aucun qui est capable d'avoir le niveau de Tsonga ou de Gasquet, et qui prendrait la relève dans les années à venir. Là, on va avoir un trou, à mon avis, même si on a beaucoup de densité et énormément de joueurs dans les 100 premiers mondiaux. Il n'y en a aucun vraiment qui est capable de faire un top 10.
Alors ensuite, il me reste deux rubriques et là je vais aller très vite. Pour moi, la rubrique le porté ou les portés disparus. Alors pour moi, le porté disparu, c'est Del Potro. Del Potro qui avait gagné l'US Open en 100 ans, qui avait battu Federer, qui a un niveau de jeu exceptionnel quand il est à son top physique, mais avec ses ennuis au poignet multiples. On en a vu cette saison qu'au début, tout début, le premier tournoi, il le gagne à Sydney. Il gagne le tournoi de Sydney. Je me suis dit, ça y est, on va revoir Del Potro. Mais ses ennuis de santé l'ont rattrapé et il est toujours 8ème mondial par le savant calcul de l'ATP, mais il va pas rester longtemps à ce niveau-là. Et c'est vraiment une grosse déception parce que c'est un joueur qui est vraiment plaisant à voir jouer. Mais là, pour moi, il est dans les portées disparues. Ça fait 8 mois qu'on sait plus où il est. Je vais guetter un éventuel réveil, mais j'ai bien peur que ses ennuis de santé précipitent la fin de sa carrière très prochainement. En parlant de carrière qui va finir, mais qui ne finit jamais, une dernière catégorie, les résistants. Ce que j'appelle les résistants, les mecs qui restent toujours en vie. Alors il y a Baghdatis, Marcos Baghdatis, pardon, le comment dire, le trublion chypriote, qui est toujours là, qui a passé les qualifications d'un tournoi sur herbe juste avant Wimbledon, qui a passé un tour à Wimbledon, qui était en finale d'un tournoi juste avant Wimbledon. Certes, l'herbe, le gazon, c'est une de ses surfaces favorites, mais bon, à plus de 30 ans maintenant, alors qu'il est dans les profondeurs du classement, il continue à jouer, il a toujours l'amour du jeu, la carrière est toujours là. Même très loin, il se bat et je voudrais tirer mon coup de chapeau à Marcos. Et j'en tire alors un énorme, je suis admiratif. Ce sera mon dernier mot, ma dernière minute dans ce billet qui est déjà bien long. À Lleyton Hewitt. Alors certes, c'est besogneux, c'est du jeu, je ramène la balle, je me bats sur toutes les balles. C'est pas d'une flamboyance exceptionnelle, mais c'est un joueur qui se bat, qui a un état d'esprit exceptionnel et je voudrais ici faire part de toute mon admiration envers ce joueur qui pour moi est un joueur exceptionnel, qui a été numéro 1 mondial dans les années 2002, 2003, 2004 par là, et qui 10 ans après, 11 ans après, qui se bat autour de la 70e, 60e, 80e place du classement, qui fait tous les tournois, et qui continue, c'est énorme, il a plus de 30 ans, et quand je le vois jouer, c'est une admiration, il a jamais un match, aller le battre 6-1, 6-2, ça n'existe pas. Il va ramener toujours des jeux, il y a 7-5, 7-6, il faut toujours se battre contre lui, c'est usant. Alors certes, il arrive moins, il ramène moins les balles qu'avant, mais je suis sûr que les joueurs du circuit, quand ils voient, putain, je joue Lleyton Hewitt, merde, putain, excusez-moi le langage, mais au fond d'eux, je suis chourle. Lleyton Hewitt, je joue, oh là là, ils doivent être dégoûtés, quoi. Ils se disent, bah, je vais passer un sale moment, même si je vais le battre, je vais devoir y mettre toute ma force sur le court, toute ma force sur le terrain, et laisser surtout des plumes pour les prochains tours au cas où je passerai. Parce que c'est pas sûr que je passe, puisque Lleyton Hewitt, quand même, a gagné un tournoi dernièrement, là. Il a gagné un tournoi carrément ATP. Je crois à Newport, il me semble. À vérifier, mais je crois qu'il a gagné un tournoi ATP à Newport aux États-Unis dernièrement, donc c'est quand même fou. Il est toujours là, j'espère à nouveau le voir en 2015, je veux voir ce joueur sur le court. Voilà. Moi, par contre, là, ça me fait moins que Federer, ça me fait moins mal de le voir aller plus loin, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il ne réussit pas à aller très loin, mais quand même, à chaque fois, il enquiquine, il embête, il arrive à passer des tours, et il arrive même à gagner un tournoi de Grand Chelem, n'importe quoi, un tournoi ATP il y a quelques jours là, à Newport, c'est énorme. Donc voilà, je mets un terme à ce billet d'humeur. Voilà, on a un peu fait un tour d'horizon de la saison de tennis qui est déjà bien entamée, puisqu'il ne reste plus que l'US Open pour moi et la demi-finale, enfin la Coupe Davis, la demi-finale et la finale, l'US Open et le Masters, mais bon, petit point à mes yeux est beaucoup moins important. Je pense que je ferai un nouveau billet d'humeur juste avant l'US Open pour fixer les forces en présence et on verra à ce moment-là quels seront mes favoris pour la dernière levée du Grand Chelem. Et puis voilà, je pense que j'en ai dit assez pour aujourd'hui et je vous souhaite à tous une agréable soirée et puis à très bientôt sur mon blog